Bonjour Jean-Pierre Gou, bienvenue. Enchanté de vous rencontrer. Vous êtes donc écrivain, romancier, mais aussi mathématicien, ingénieur, entrepreneur. Beaucoup de casquettes. On va évidemment parler du tome 2 de ce siècle bleu, là, ombre et lumière. Mais d'abord, je voudrais évoquer l'ONG One Home. C'est quoi? Vous en êtes le cofondateur. C'est une ONG qu'on a lancée l'année dernière pour les 50 ans du jour de la Terre et qui fait suite à un précédent projet qui s'appelait Blue Turn. Et le but, c'est de proposer aux gens de vivre le même émerveillement qu'ont eu les astronautes en voyant la Terre depuis l'espace. Aujourd'hui, il n'y a que 500 personnes qui ont eu cette chance. Ouais. On peut aujourd'hui, avec des touristes spatiaux, y aller. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Oui. Nous, pas le très but, écologique. c'est de proposer une expérience qu'on peut faire chez soi ou qu'on peut partager dans une entreprise, dans des écoles. Donc, on met à disposition des vidéos qu'on a fait avec des artistes et on propose des images unique de la Terre, prise de 1 500 000 km par un satellite qui a la taille d'un frigo et qui regarde toujours la Terre. On a été les premiers à faire des vidéos de la Terre qui tournent en entier. Et en fait, ces vidéos, quand on les regarde avec la bonne musique et la bonne mise en conditionnement, ça procure un émerveillement. Et pour moi, c'était répondre à une question extrêmement simple. Aujourd'hui, on vit une crise des limites planétaires. Il faut l'aborder d'un point de vue global, et le pouvoir contempler notre planète en entier, ça nous donne un peu à la fois l'échiquier, mais aussi la chance que l'on a de vivre dans ce cosmos, sur cette petite planète, et c'est quelque chose qu'on a en commun, et c'était ce commun-là qu'on voulait mettre à disposition de tout le monde et de procurer une expérience d'émerveillement. Et peut-être aussi prendre conscience de la fragilité de la Terre et de notre fragilité, parce que c'est ce que Thomas Pesquet a raconté après son premier séjour dans l'espace et encore à son retour du second ou deuxième, on verra bien s'il y en a un troisième séjour dans l'espace. Mais c'est ce que disent tous les astronautes, quoi. C'est ce que disent tous les astronautes. Mais ça tient à rien du tout, quoi. Ça tient à rien du tout, et ils n'étaient pas prêts à avoir cette révélation. Et ce qu'ils voient, en fait, c'est que la Terre elle-même, en tant que planète, est solide. C'est la vie qui est fragile, quoi. Et la vie est interconnectée, et on sent cette petite couche de vie, cette petite étoffe qui vient voiler la Terre et dont on fait partie. On n'en est qu'un des constituants, et c'est ce constituant qui nous maintient tous. Et les astronautes ont été en lien parce que de leur distance, ils sont presque à l'échelle de la Terre, et c'était cette mise à l'échelle qu'on voulait mettre à disposition des gens sur le site onehome.org ou sur les réseaux sociaux. Donc on a travaillé avec des philosophes, des astronautes. Jean-François Clairvoy, qui est l'astronaute qui avait parti dans l'espace avant Thomas Pesquet, est un de nos conseillers. On travaille aussi avec d'autres astronautes et d'autres figures internationales de l'environnement et de l'espace pour faire sentir aux gens l'essence de cette expérience, et peut-être qu'ils développent la même conscience planétaire qu'un Thomas Pesquet. Je l'ai dit, vous êtes écrivain, mais aussi mathématicien, ingénieur, entrepreneur. C'est quoi le fil rouge de tout ça? C'est l'engagement écologique? Oui, au départ, ça part d'une anxiété que j'ai depuis l'adolescence par rapport au futur, quoi. Et donc, au départ, c'était essayer de comprendre le monde. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers des études scientifiques. Et puis, après, j'ai fait de la recherche en maths, toujours avec l'idée d'appliquer ça aux problèmes environnementaux et aux problèmes énergétiques. Puis après, j'ai travaillé pour deux sociétés que j'ai aidé à monter dans le domaine de l'énergie, avec l'idée de contribuer concrètement dans le système économique pour l'intégration des renouvelables au niveau européen. Et puis à côté, je me disais, c'est bien d'avoir un espace de liberté en dehors du monde de l'entreprise, qui est assez contraint, mais qui est fascinant, d'avoir cet espace de liberté, un laboratoire d'idées dans lequel je puisse tester des idées. Et c'est comme ça que j'en suis venu au roman. Mais ça a toujours été un fil rouge depuis 25 ans, l'écriture, la lecture. Et voilà, pour moi, c'est un moyen de faire une synthèse, partager des choses et de faire rêver les gens. Et donc, vous publiez Ombre et Lumière, c'est le tome 2 de la saga Siècle Bleu. On est aux éditions Babel Noir, c'est ça? Oui, chez Actes Sud, c'est ça, la collection poche. Qu'est-ce que ça raconte, cette saga? En fait, c'est l'histoire de deux héros. Un des héros est un activiste écologique qui crée une ONG, mais clandestine, c'est-à-dire un petit peu comme Sea Shepherd, mais clandestine, qui va ennuyer les États ou les entreprises qui sont des destructeurs du monde, et il espère arrêter cette espèce de bulle de verre qui va peut-être détruire le vivant. Et cet astronaute cet activiste se retrouve pris dans un complot d'État entre la Chine et les États-Unis, et accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et il se retrouve ennemi public numéro 1, et de devoir percer ce secret d'État pour
pouvoir déjà survivre. Et en révélant ça, il démarre une révolution qui s'appelle la Révolution bleue, qui devient planétaire. Donc il y a des pro-Gaïa, c'est le nom de cette organisation, des anti-Gaïa, et petit à petit, ça devient planétaire. Et pour que cette révolution ne devienne pas violente, en fait, il y a une couche poétique qui est liée à son meilleur ami, qui est justement astronaute, qui est un peu le même émerveillement que celui qu'on cherche à faire partager avec One Home. Et cet astronaute qui s'appelle Paul Gardner, lui, rêve en voyant la Terre depuis l'espace. Il est sur la Lune, il est bloqué sur la Lune, il attend qu'une mission de secours vienne le secourir. Et il y a des milliards de personnes qui l'écoutent, et il partage le même type de message que ceux que partage Paul Gardner. Et le fait de voir ces éco-activistes qui finalement luttaient pour une noble cause, qui sont pourchassés, et le regard de cet astronaute, ensemble, ça forme les ingrédients de cette révolution bleue, qui est une révolution des consciences. Est-ce que la fiction, vous diriez que c'est un levier efficace pour faire passer des messages environnementaux? Je pense par exemple au succès du film Don't Look Up. Ah oui, c'est un excellent message. On est structuré aujourd'hui par des histoires qui ont été racontées, qui sont devenues des histoires collectives. Tout le monde est structuré autour de croyances qui sont basées sur des histoires, que ce soit l'argent, que ce soit certaines religions, que ce soit d'autres choses. Et donc, on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des grandes histoires communes à l'humanité il y a qui ont été racontées, mais il y a des grands mythes. Mais en tout cas, la façon dont notre être est structuré, nos croyances sont structurées, ça part des histoires et ça part des rêves aussi. Et donc, les histoires, à petite échelle ou à grande échelle, peuvent être des accélérateurs de changement de conscience, parce que derrière, c'est nos systèmes de croyances qu'on doit faire changer. Et le roman, pour moi, c'est une manière de recréer le réel et de montrer aux gens quel pourrait être un autre futur si certaines choses advenaient. Et moi, j'ai essayé de faire des romans qui soient des utopies réalistes, c'est-à-dire qui prennent comme base de départ le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les défauts et les qualités des humains, avec la complexité du monde actuel, donc à la fois son cadre, enfin l'état actuel des désordres, mais aussi des ferments, des germes que vous montrez très bien dans votre émission, de toutes ces choses qui sont prêtes à germer, et de les montrer comment tout ça, ça pourrait se combiner, s'enclencher et donner autre chose. Donc c'est vraiment, pour moi, un simulateur de réalité, un roman avec comme contrainte la vraisemblance, c'est-à-dire il faut que pour moi, ça ait l'air d'être un scénario vraisemblant, et surtout pour les lectrices et lecteurs, qu'ils se disent, mais oui, ça serait possible. Quoi. Ouais. Cette campagne présidentielle, elle ne place pas vraiment les enjeux environnementaux au cœur des débats. Comment vous l'expliquez, alors qu'il y a de plus en plus de Français qui s'engagent par leur choix de consommation, leur choix professionnel, d'orientation professionnelle? Après, c'est une question de débat politique. Si vous voulez capter l'attention des gens, vous pouvez soit les capter par les peurs, soit par les rêves, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de candidats qui ont décidé d'aller sur les peurs, et donc d'aller sur un certain nombre de choses qui font peur aux gens et de capitaliser là-dessus. Et je pense qu'il serait temps que les écologistes, et ils le font déjà un petit peu, mais qu'ils le fassent encore davantage, qu'ils deviennent le parti du futur et le parti du rêve. Et à ce moment-là, on proposerait autre chose aux gens. C'est-à-dire, c'est les deux. On peut toujours jouer sur les deux, c'est-à-dire le rêve ou la peur. Et aujourd'hui, ils sont dénigrés. C'est plus facile de parler en négatif de l'écologie parce que ça veut dire du changement. Donc oui, mais c'est aussi parce que la transition, elle est forcément rude. Voilà. Si on veut qu'elle soit efficace, cette transition écologique, économique, elle est rude. Voilà. Donc le mieux, c'est de la nier, comme dans le film L'Oncle Loop Up, de dire qu'il n'y a pas à la faire ou que ça n'existe pas. Comme ça, les gens qui se disent « Oh là là, il y avait tout ça à faire, finalement, on n'a pas à le faire. » Et on va voter pour des gens qui nous proposent de ne rien changer. Et alors que dans le reste, ce qu'il faut montrer, c'est que cette transition, qui nécessite des efforts, elle peut nous amener vers un monde merveilleux. Et si on la fait avec des valeurs communes et une fraternité universelle, on peut arriver à une transition qui est joyeuse, quoi. L'Institut des futurs souhaitables, c'est quoi ça? Alors c'est un institut dont j'ai l'honneur d'être président, qui est un institut de formation qui forme une centaine de personnes par an à la prospective, avec l'idée de donner aux gens une idée des signaux faibles actuels qui pourraient passer à l'échelle dans les prochaines années, d'identifier les signaux faibles qui soient plutôt positifs et de leur donner les outils pour les faire advenir. Donc on a des entrepreneurs, des journalistes, des gens de partis politiques, des artistes qui font cette formation. Il y a 50 personnes qui sont formées par semestre et on forme un écosystème de plusieurs milliers de personnes dans tous les domaines de la réinvention, que ce soit l'agriculture, la politique, l'énergie, et on essaye de constituer un réseau de conspirateurs positifs pour travailler ensemble, pour faire advenir des conspirations qui soient positives, quoi, justement. Un signal faible, là, qui est en train de... Parce que nous je pense qu'ici, on est un peu une vigie aussi, mais qu'est-ce que vous mettez en avant ?
je crois, il y a beaucoup de choses dans le domaine de la physique aujourd'hui qui nous montrent qu'on est tous interconnectés. Et ça, c'est quelque chose, on avait vraiment l'illusion qu'on était tous séparés. Et je crois que de plus en plus, on va se rendre compte que tout ce réel est interconnecté. Dans la science, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens. Et quand on aura vraiment compris ça, que mes actions ont un impact sur vous, que vos actions ont un impact sur moi, et qu'on sera non seulement interconnectés, mais interdépendants, il y a quelque chose un nouveau paradigme scientifique qui peut advenir. Et souvent, les changements de conscience viennent de basculements de paradigmes scientifiques, et moi, je regarde beaucoup ça en ce moment. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Gou d'être venu partager votre vision de l'écologie, de la transition, et donc nous parler aussi de Siècle bleu, ombre et lumière. C'est le 2e tome, voilà, de cette saga publiée chez Babel Noir. Merci beaucoup. Merci On passe beaucoup. tout de suite à notre débat, l'or éthique au programme.